Donc cet atelier d'aujourd'hui, dans le cadre des rendez-vous de l'international, donc de la Team France Export Antilles-Guyane. Donc la Team France Export, je vais prendre juste une minute pour rappeler qui sommes-nous, cette Team France Export Quesaco. Donc la Team France Export, nous sommes véritablement la mise en commun des solutions d'accompagnement pour vous, entreprises françaises et ultramarines en particulier. Donc avec la mise en commun vraiment les synergies entre 3 opérateurs, donc les chambres de commerce. Aujourd'hui, nous sommes Chambre de commerce Martinique, Guadeloupe et Guyane. Nous travaillons ensemble sur ces rendez-vous de l'international. Donc, à nos côtés, au sein du réseau Team France Export, se trouve Business France et également nos partenaires financeurs que sont la BPI, BPI France, et également l'État et les régions, nos collectivités et nos régions. Donc, tous ensemble, nous formons la Team France Export pour vous offrir à vous, entreprises, des solutions pour réussir dans vos projets à l'international avec une orientation vraiment business en faveur de vos besoins, de vos attentes en proximité, à toutes les étapes de maturation de votre projet à l'international. Donc, en phase initiale, lorsque vous structurez votre projet, nous vous proposons des prestations adaptées pour valider votre potentiel, votre capacité à partir à l'export, structurer votre démarche, vous informer, choisir vos marchés, renforcer vos compétences, notamment techniques, linguistiques, à l'international. Donc aujourd'hui, ces rendez-vous l'international, nous sommes là pour vous apporter de l'information pour structurer votre projet dans cette phase initiale. Nous accompagnons également dans la phase 2 de prospection, de vente, de commercialisation de votre offre sur les marchés que vous avez ciblés et de communication. Donc, pour mieux démarrer ces marchés internationaux, pour identifier, rencontrer vos prospects, pour présenter votre offre et pour communiquer. Et enfin, nous vous accompagnons en phase de déploiement de votre activité sur ces marchés pour accélérer votre développement, transformer ces marchés donc de prospection en véritables marchés d'affaires, de courant d'affaires, pour éventuellement renforcer votre ressource humaine avec un cadre export, un VIE notamment, ou participer à un programme d'immersion d'accélération pour véritablement booster votre développement à l'international. Donc ça, nous sommes la Team France Export et c'est ce que nous vous proposons. Je vais tout de suite laisser la parole à mes collègues et partenaires qui sont un panel d'experts aujourd'hui qui vont vous présenter les opportunités du secteur tech au Canada. Donc, à mes côtés se trouvent mes collègues du Bureau Business France, Faisal et Sophie. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Et nous avons aussi nos partenaires de la CCI franco-canadienne, Julien, et également Yacine de la French Tech. Et je ne sais pas si tu es présent, mais nous avons également une entreprise témoin, donc en la personne de Georges-Emmanuel. Donc, je vous laisse vous présenter et puis on rentre dans le vif du sujet. Ok, parfait. Donc, je me lance. Donc, Faisal, basé à Toronto, je dirige l'activité tech pour Business France en Amérique du Nord. Sophie. Oui, bonjour à tous, Sophie, donc Business France Amérique du Nord, basée au bureau de Montréal, et je suis en charge de la filière et de la partie Deep Tech pour l'Amérique du Nord. Et moi, je suis Julien Tougeron, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Bonjour à tous. Bonjour Yacine Anaya, moi je suis président de la French Tech Montréal, plus largement au Québec, parce qu'on est présent à Montréal, au Québec, à Shawinigan et à Ottawa-Gatineau. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais lancer le débat en vous posant quelques questions. Donc, je vais déjà, parlez-nous un petit peu de ces données économiques, de ce Canada. Faites-nous un peu rêver par rapport à ce marché. Et puis surtout, comment se porte l'industrie technologie au Canada? Yes, ok. Donc, vous avez tous l'image. Je ne vais pas paraphraser l'ensemble des indicateurs économiques, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le Canada, c'est un pays diversifié, multiculturel, qui a une économie stable et un niveau de vie très élevé. Le Canada, comme vous le savez, est connu pour sa beauté naturelle, les lacs, les grands parcs, sa population très accueillante et son engagement notamment pour tout ce qui est programme de protection sociale.
en tant qu'immigré, notamment français au Canada, le Canada est vraiment attaché à tout ce qui est multiculturalisme et diversité, et le pays très accueillant, contrairement notamment à son voisin du Sud, les États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on a énormément de talents, notamment tech, au Canada, qui viennent notamment des US, ceux qui n'ont pas été acceptés aux US, d'où notamment le surcroît de population, notamment d'origine indienne, iranienne ou même française ici au Canada. Donc, je vais laisser peut-être, avant de commencer de parler de l'industrie de tech, notamment mes panélistes, mes collègues Julien, Sophie ou Yacine, notamment, peut-être commenter un peu la map, la carte en question, avant notamment qu'on aille faire un deep dive sur l'industrie de la tech. Guys, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez Oui, d'autres éléments. merci Faisal. Globalement, vous le voyez, Canada, gros pays, deuxième plus gros pays au monde. Vous avez vu que la plupart des villes sont au sud du pays. On ne vous demanderait pas pourquoi. Peut-être que le temps est plus tempéré. Même pour moi qui suis Marseillais, qui vit au Canada, je vous assure, c'est mieux d'être dans le sud du Canada. Globalement, vous avez plusieurs pôles. Vous avez compris que les PIB sont rattachés à trois grandes zones, le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique. En tant que tel, c'est aussi parce que le Québec fonctionne beaucoup par province. Autant on dit souvent que l'Amérique du Nord s'attaque ville par ville, autant le Canada s'attaque province par province. Mais vous avez quand même des pôles forts comme Montréal, Toronto, Vancouver. Si on prend l'exemple du Québec, là où on est situé, Yacine, Sophie et moi, globalement, et de Montréal particulièrement, c'est le pôle francophone du Canada. On parle français. D'ailleurs, Yacine, tu me diras pas le contraire. On s'appelle Bleu Blanc Tech, French Tech Montréal. Parce qu'il faut s'adapter à une loi qui s'appelle la loi 101 sur la francisation. Mais attention, le Québec, oui, parle français, mais c'est un français faux ami. Ce sont des Nord-Américains qui parlent français avant toute chose. Donc, la façon de faire du business, c'est comme sur le reste du pays, le reste du continent, c'est straight to the point. On va directement à l'essentiel. On parle de chiffres, on parle de retour sur investissement. Et c'est des sujets qui reviennent souvent. Par contre, c'est un pays extrêmement accueillant en termes d'emploi, en termes de business, en termes d'opportunités d'expansion, parce que vous pouvez arriver dans un endroit et puis vous développer naturellement sur le reste du territoire. Généralement, on fonctionne d'est en ouest, même si certains font d'ouest en est, ça fonctionne aussi. Peut-être Yacine, tu veux apporter deux, trois petites précisions supplémentaires, notamment sur la tech, toi qui es Ouais, bien dans le sujet. Sur les technologies, je pense qu'il faut toujours distinguer. Il y a deux secteurs. Il y a vraiment le secteur des startups qui vont être des compagnies qui vont avoir besoin de fonds en capital risque pour se développer. Et pour beaucoup, Sophie connaît très bien le sujet, vont être aussi très liés à la recherche et à ce qu'on appelle à la deep tech. Et après, on a les sociétés de services en technologie qui sont aussi florissantes au Canada. Un des gros sujets qu'on a, nous, sur les technologies, c'est un sujet de talent. Voilà, il y a une pénurie de talent globale au Canada et qui est accentuée encore plus sur les métiers de technologie. Ce qui montre en tout cas qu'il y a une forte demande en tout cas sur nos métiers, donc autant sur les métiers de service que sur les startups. Sur les métiers de service, parce que je suis aussi une entreprise de service, donc il y a une demande qui est très forte parce que alimentée par une pénurie de talent, donc beaucoup d'entreprises font appel à de la sous-traitance et autres parce qu'elles n'ont même pas les effectifs en interne des fois pour traiter certains projets. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie opportunité aujourd'hui, je pense, pour des entreprises basées aux Antilles d'attaquer ce marché. Sur la partie startup, je dirais que c'est un peu comme c'est très similaire à ce qu'on peut voir en France, c'est-à-dire avec un écosystème de venture capital qui va être aussi abondé par énormément de subventions et d'aides du gouvernement, qui permet quand même d'accélérer et de compenser aussi le fait que même si on a un bel écosystème de capital risqueur, c'est pas les États-Unis en termes de levée de fonds. Mais un peu comme en France, on a accès après à du crédit d'impôt recherche, à des subventions assez massives, dès lors que vous êtes sur des grappes technologiques qui intéressent le gouvernement dans des secteurs, en tout cas, identifiés comme à valeur ajoutée. Je sais pas si Sophie, tu souhaites compléter mes propos? Non, je rejoins un peu ce que vous avez dit. Je pense qu'on peut peut-être avancer sur la partie tech et rentrer plus dans les détails sur les acteurs qui sont sur le territoire. Acteurs d'écosystème. Ouais.
Donc, Peut-être comme vous... la slide suivante, je pense qu'il y a une map, Nathalie, où tu peux présenter un peu tout ce qu'on vient d'étoffer. Globalement, oui, c'est un intérêt pour les entreprises des Antilles et de la Guyane parce que vous êtes sur le même fuseau horaire. Comme on le disait tout à l'heure, hein, les Québécois et les Canadiens sont des Nord-Américains. Donc, le service client est essentiel. Ils ne veulent pas attendre 6 heures. Donc, comme vous êtes sur le même fuseau horaire qu'eux, c'est un gros avantage business. Et comme l'expliquait très bien Yacine, globalement, toutes les entreprises, et notamment les entreprises tech, se retrouvent à avoir des opportunités d'affaires qui sont importantes. C'est un pays qui favorise aussi pas mal les collaborations, qui favorise énormément aussi l'implantation de sociétés. Beaucoup de sociétés sont implantées ici et apportent une vraie valeur ajoutée à l'écosystème, mais on peut faire du business à distance, ça se fait très bien, surtout si on est sur le même fuseau horaire, comme on l'expliquait tout à l'heure. Yes, Sans donc que- juste pour la partie le secteur tech, en fait, je pense qu'il faut peut-être un peu, Nathalie, passer les slides un petit peu parce que je pense qu'on a abordé pas mal de sujets déjà. Donc, comme vous le savez, donc vous avez vu notamment, Yacine a parlé vraiment de l'écosystème tech, mais l'industrie technologique au Canada, vraiment, c'est un secteur qui est en pleine expansion, avec de nombreuses startups et entreprises qui sont vraiment établies ici, des étrangères, des grands groupes. On verra notamment une slide avec un snap de toutes ces entreprises-là qui contribuent à la croissance économique. Il y a des facteurs clés, notamment, Yacine a abordé, notamment à savoir le soutien gouvernemental. Il y a une pénurie de talent, mais il y a énormément de talent également. Il y a un talent abondant également au Canada parce qu'ils ont des universités avec pas mal d'élèves qui sortent et qui sont directement recrutés sur le campus par les GAFAM, par exemple, parce que le Canada dispose donc d'une main-d'œuvre hautement qualifiée que recherche l'ensemble notamment des entreprises de la tech. Le Canada se concentre sur des technologies émergentes, à savoir notamment l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la fintech, et cela attire pas mal d'entreprises d'investisseurs étrangers dans le pays. Et donc, c'est pour ça que cet écosystème est de plus en plus florissant et qui favorise l'innovation et la croissance. Et donc, il faut en effet pas considérer le Canada comme un pays de seconde zone face aux États-Unis. Ça peut être un tremplin pour les entreprises, notamment avant d'attaquer le grand marché, notamment US, pour vraiment faire. C'est l'antichambre, en fait. Le Canada, c'est l'antichambre avant d'attaquer l'US pour notamment avoir son product market fit, faire son ARR, avoir vraiment des références canadiennes qui sont valides aux États-Unis. Donc, il ne faut pas vraiment négliger le Canada et dire, OK, on va au Canada juste parce qu'en fait, on n'est pas apte ou on n'est pas calibré pour attaquer le marché US. Non, le Canada est vraiment un marché à part entière où il y a énormément de potentiel pour les entreprises, notamment françaises, qui ont des offres disruptives et qui proposent notamment des solutions très innovantes. Pour compléter sur cette Vas-y, pardon. Oui, pardon. Pour compléter sur cette carte-là, c'est vrai que le Québec, du fait de la langue et du fait de sa proximité business, entre guillemets, avec la France, est souvent pris comme première destination. Nous, ce qu'on voit dans les entreprises qu'on accompagne et localement, c'est que l'Ontario et la British Columbia sont aussi des terres d'opportunités. L'Ontario reste le poumon économique du Canada et reste l'accès aussi plus facilement et plus directement aux États-Unis avec, comme disait Faisal, des GAFAM qui sont installés à Toronto, qui sont installés en British Columbia et avec qui vous pouvez commencer à faire du business et à faire du business au Canada. Tout ça pour vous dire que dans l'analyse de ce marché-là, oui, le Québec, oui, l'opportunité vers l'Est, cependant, à l'échelle du continent, à l'échelle du Canada, il y a aussi des opportunités. En Alberta, on est sur tout ce qui est solutions autour du climat, de l'environnement. En Ontario, autour de la finance. British Columbia, autour de l'environnement également, autour de la robotique, de l'IA. Donc, voilà, le territoire, il y a de la valeur sur l'ensemble du territoire en dehors du Québec. C'est une petite précision que je sais. Merci beaucoup pour une personne qui est basée à Montréal. Tu prêches vraiment bien l'Ontario, donc merci Sophie. C'est cool. On va On peut passer commencer par le Québec et basculer après. Voilà, et ça se fait très bien. Là, Voilà. tu me présentais un peu les grands joueurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur le Canada. Alors oui, les intérêts français sont à 75% au Québec. Oui, mais on vous incite à aller, voilà, go west. Il faut aller vers l'ouest là-bas. Il y a beaucoup d'opportunités. On a tendance à l'oublier. Les grands du jeu vidéo, il y en a beaucoup à Montréal et au Québec parce qu'il y a des aides de l'État. Et tu l'évoquais, Yacine, notamment Ubisoft est là, mais il y a EA Games. Mais EA Games, son bureau principal, il n'est pas à Montréal. Il est à Mhm. Vancouver.
Si vous êtes sur du jeu vidéo, il y a énormément de possibilités sur l'Ontario. Il y a un gouvernement ontarien qui est très puissant, notamment en termes de subventions et des fois plus fort au niveau du crédit d'impôt multimédia, qui est l'équivalent québécois. C'est des choses à regarder. Après, il faut voir les coûts d'implantation, bien évidemment. Mais ça, c'est quand on parle d'incitatifs financiers, c'est souvent dans le cadre d'une implantation. Par contre, dans le cadre d'un développement, c'est regarder où sont les joueurs pour vous. Là, il y en a des gros, mais où sont les joueurs pour vous pour faire du business avec eux? Parce que des fois, vous avez des références, et je pense qu'on va l'évoquer un peu plus loin, mais j'anticipe un peu. Il y a des références qui sont françaises et qui vous paraissent logiques. Je prends la télécommunication, on parle souvent d'Orange. Orange au Québec, c'est un fruit. Et au Canada, c'est un fruit. Donc, globalement, ça ne leur parle pas. Ils parlent de Bell, ils parlent de Roger, voilà, ou ce genre de choses-là. Pour eux, ce sont des opérateurs téléphoniques. Orange n'en est pas un pour eux. Pareil, donc des références, c'est surtout des références internationales. Et fait ça, tu l'évoquais très bien. Commencer par le Canada, commencer à se faire des références canadiennes, c'est ce qui va vous permettre de marcher sur ce marché-là, c'est le cas de le dire. Parce que en fait, vous allez vous retrouver dans une situation où il va vous falloir des preuves de concept. Et ces preuves de concept-là, il va falloir les avoir avec des entreprises locales pour que d'autres entreprises commencent à vous faire confiance. Parce que je pense que le premier sujet, quand on veut s'internationaliser, au-delà du fait de prévoir carrément un business model en tant que tel ou un modèle d'affaires en tant que tel sur le pays, c'est d'avoir des preuves de concept avec des clients locaux pour avoir une caution business avec des acteurs qui rassureront d'autres acteurs dans cette logique-là. Peut-être que ça, tu vas rajouter certaines choses, mais Non, non, mais non, mais je pense que tu as tout dit, il n'y a pas de problème, hein. On peut passer à la slide suivante. Je pense qu'en effet, on pourra notamment aborder les tips et quelques do's and do nots, je pense, d'ici quelques minutes. Mais là, c'est vraiment l'écosystème startup. Comme on l'a dit, vous pouvez voir ici, par exemple, qu'on a pas mal d'incubateurs, pas mal d'accélérateurs, notamment Mars, qui est l'un des plus grands incubateurs au monde. Vous avez des DMZ, vous avez pas mal d'universités notamment qui sont vraiment le berceau de ces talents-là, qui sont recherchés par toutes les grandes entreprises, comme je l'ai évoqué précédemment. Creative Destruction Lab, pour toutes les entreprises en fait qui sont dans le data AI, qui sont vraiment machine learning, qui veulent vraiment deep tech en fait, qui veulent vraiment évoluer. Il y aura énormément d'incitatifs, énormément de moyens en fait pour vraiment nurture, comme on dit, c'est des pépinières en fait pour permettre à ces startups de vraiment évoluer. Et en plus, le Canada, comme l'a très bien évoqué Yacine, et ça fait une transition avec la slide suivante, je pense, c'est vraiment dispose d'une scène florissante en capital risque en VC. Et donc, il ne faut pas non plus négliger l'écosystème startup avec notamment des licornes aujourd'hui qui sont de plus en plus présentes. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Voilà. Donc, on a pas mal de levées de fonds, comme vous pouvez le voir. Et l'une des plus grosses levées de fonds a été réalisée notamment par une entreprise qui s'appelle Transpod et qui est fondée par un Français qui, chez Mars, Sébastien Gendron, que vous pouvez notamment consulter son profil, vous pouvez le consulter sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on constate en fait que les Canadiens, comme les Français, on a quasiment le même écosystème startup en termes de licornes. On a 25-26 licornes en France, nous on est à 20-21 ici au Canada. Et il y a pas mal de VC, comme l'a évoqué Yacine, en fait, qui soutiennent cet écosystème. Notamment, on peut parler de Real Ventures, qui est très actif en phase de démarrage. Homers Ventures, par exemple, qui a investi notamment dans pas mal de licornes comme Hootsuite, Shopify, TouchBistro, et c'est la branche du capital risque du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, Homers, et qui est l'une des plus grandes caisses de retraite au Canada, ou même encore BDC Capital, qui est la branche d'investissement de la Banque du Développement Canada, de BPI canadien. Et par exemple, ils ont investi dans une entreprise qui s'appelle Applyboard, en fait, qu'on a visité notamment à Kitchener-Waterloo il y a 2-3 semaines, fondée par des étrangers, par des Iraniens, par 3 frères iraniens, qui aujourd'hui ont une valuation de 4 milliards de dollars au Canada et qui ont levé leur série de 400 millions il y a 3-4 mois. Et après, il y a également Georgian Partners, par exemple, qui est très, très actif, notamment en phase de croissance et qui investit dans des sociétés de logiciels de SaaS à forte croissance en Amérique du Nord. Par exemple, on a Shopify, Isantar, qui est la cybersec, Xanadu, FreshBooks ou même Crunchbase, la plateforme, en fait, dont la Bible pour tous les start-upers en fait, qui veulent connaître notamment la santé financière ou les personnes qui investissent dans des startups, donc crunchbase.com, c'est là où on fait tous les investisseurs, toutes les personnes en fait qui sont impliquées au sein de cet écosystème startup en Amérique du Nord et dans le monde
se rendre sur cette plateforme-là pour voir notamment si l'entreprise est référencée, quels sont les investisseurs, quelle est la solution proposée, qui sont les CEO, les fondateurs, etc. Donc, la scène Capital Risque au Canada ressemble à ce qu'on a en France, en fait. C'est vraiment kiff-kiff en termes d'acteurs et même en termes de levée de fonds. Et même, on le constate aujourd'hui, même en termes de licorne, même si la France est un peu en avance par rapport au marché canadien. Mais ce qui caractérise le marché canadien, c'est vraiment de passer de 100 millions d'ARR à 1 milliard, en fait. C'est-à-dire passer ce statut de 100 millions à être des licornes. Et c'est pour ça que la plupart de ces entreprises dont je vous ai cité, Hootsuite, Shopify, par exemple, Xanadu, etc., n'hésitent pas à aller chercher des talents, notamment des managers américains, US, qui ont l'habitude de les scaler pour passer à l'échelle, notamment de licorne. Et donc ça, c'est vraiment l'aspect sur lequel l'écosystème canadien est un peu en retard par rapport notamment aux US. Et c'est le même cas en France, en fait. Et donc, ils recherchent encore, en fait, ils n'ont pas ces managers-là avec ce talent-là de pouvoir scaler leur activité, de passer vraiment ce statut de licorne. Et je pense que d'ici 5-6 ans, on va dépasser largement les 30 licornes, 35 licornes au Canada, et comme en France, en fait. Je ne sais pas, Yacine, si tu veux vraiment. Ouais, pour compléter ce point, moi je pense que le Canada, comme la France, ont des atouts similaires et ils ont les mêmes difficultés. C'est-à-dire que les atouts, c'est qu'on a des pouvoirs publics qui sont très impliqués et qui supportent vraiment les startups. L'inconvénient, c'est que face à un marché nord-américain, c'est-à-dire états-unien, ou un marché chinois, on reste quand même un marché de petite taille, comme le marché français, et qu'à un certain moment, comme disait Faisal, pour scaler, au Canada, il n'y a pas d'autre choix que d'exporter au sud vers le voisin nord-américain. Donc, c'est d'où l'intérêt vraiment d'attirer des talents américains, c'est-à-dire états-uniens, pour pouvoir attaquer au mieux le marché états-unien, parce que voilà, on a un petit pays quand même, comparé au pays, à notre voisin du Sud. Et effectivement, à un moment, si vous avez 15-20% de part de marché au Canada, vous atteignez une sorte de plafond de verre. Et si vous voulez continuer à grandir, vous n'avez pas d'autre choix que de vous exporter. Alors qu'il est vrai qu'aux États-Unis, il y a des licornes qui n'ont jamais exporté en dehors des États-Unis, qui sont des licornes et qui se portent très bien parce qu'ils ont un marché intérieur qui peuvent les porter. Donc ça, c'est le même sujet qu'on a en France. On va le retrouver au Canada. Arrivé à un certain stade de développement, il faut penser à l'ouverture internationale. Mais je dirais que l'avantage, c'est que pour exporter aux États-Unis, vous êtes sur le même fuseau horaire et il y a une langue commune et il y a aussi un marché commun avec l'ALENA qui peut aider. Donc, voilà, ces entreprises canadiennes ont cet avantage en tout cas pour pouvoir se développer aux, euh, aux États-Unis. Pas mal de fonds américains qui investissent aussi beaucoup. Tu prends Bank of America Capital, qui est le fonds capital de la Banque des États-Unis. Bank of America qui investit énormément. Ils investissent dans Hootsuite, qui est à Vancouver, qui a été racheté par un Américain. Mais globalement, c'est ça. Et vous avez pas mal de grosses sociétés qui ont investi. Bank of America a investi sur une société fondée par deux Français qui s'appelle Potluck, qui est basée à Montréal, mais qui est basée aussi à New York et à Paris. Et qui globalement a une portée super importante. Bon, et puis il y a du financement aussi pan-canadien. Tu l'évoquais avec Transpod qui est financé par Innovia, par beaucoup, mais aussi par la CDPQ, donc la caisse des bureaux, la caisse des placements, du Québec. Qui est en gros la caisse qui récupère tous les fonds de pension de beaucoup de travailleurs québécois et qui investit énormément en France aussi sur différents sujets, notamment sur des infrastructures et de l'immobilier. Mais voilà, donc en gros, si vous comprenez bien, il y a un écosystème qui est franchement extrêmement dynamique, qui est sur une lancée de scaling. Tu me diras pas le contraire, Faisal. Clairement, on est là-dessus et c'est en train d'exploser. Il y a des fonds étrangers qui viennent voir un peu qu'est-ce qui se fait au Canada, qui viennent apporter des talents aussi, parce qu'avoir des talents américains au Canada, c'est intéressant aussi pour les entreprises américaines. Tu évoquais l'aspect GAFAM, parce que ça leur coûte moins cher d'être au Canada qu'aux États-Unis, que le marché canadien est un bon marché d'approche du marché nord-américain qui vous permet de scaler sur le reste du Canada, mais aussi de scaler sur le voisin du Sud à moindre coût. Faisal, on avait vu une installation à Montréal où c'est 100 000 $ par an, une installation à New York, c'est 1 million de dollars.
Yes, Ça, easily. Ça a augmenté avec l'inflation, hein. ouais, ça a augmenté, c'est vrai. Mais bon, C'est-à-dire qu'en effet, ça reste, c'est ça reste Sur intéressant. le vrai sujet, c'est sur le coût des salaires. C'est-à-dire que vous allez ça, avoir c'est au Québec, moi j'ai prêché un peu pour, pour ma paroisse, mais le Québec, effectivement, le coût des salaires est moindre que dans l'ouest du Canada ou qu'en Ontario, ce qui fait aussi que beaucoup choisissent le Québec. Mais on a un effet change qui fait que même l'Ontario est beaucoup moins cher que un salaire de nord-américain du type New York ou San Francisco ou Seattle. Et ça rend les sociétés canadiennes très compétitives, d'où aussi l'installation de GAFAM au Canada. Si les GAFAM s'installent au Canada, c'est à cause de ça. L'autre sujet, c'est qu'on va avoir des dispositions fiscales qui, moi, dans mon référentiel français, m'ont un peu étonné et agréablement surpris. Au Québec, par exemple, on a le CDAE, le crédit des affaires électroniques, qui est un crédit d'impôt quand on fait de la prestation. Donc, normalement, on a du crédit d'impôt recherche, mais là, c'est un crédit d'impôt quand on fait de la prestation pour des tiers. Donc, du coup, vous imaginez la puissance de cette subvention, puisque vous êtes une société de service, donc qui n'a pas besoin, qui n'a pas des gros besoins en capitaux, et qui en plus peut récupérer une partie, je crois que c'est presque 25 000 $ sur les salaires grâce à un crédit d'impôt parce que vous faites des prestations sur des activités qui sont éligibles. Et c'est grâce à ça que il y a un tissu économique qui est quand même stimulé par une autorité publique et qui fait que beaucoup d'acteurs, notamment ici on a la BNP qui est installée, qui en vérité qui crée des centres de offshore. C'est de l'offshoring, mais à Montréal, pour les États-Unis et autres. Donc, je pense que si de grands acteurs y trouvent leur intérêt, des acteurs aussi plus modestes pourraient y trouver un réel intérêt. Voilà. yes. Évidemment. Parfait. Ce qui nous amène, fait ça finalement aux différences culturelles. Parce que Yes, tout est beau, tout est merveilleux, mais bon, il y a quand même il y a une acculturation à avoir là-dessus. Et je pense que tu en parles mieux yes. que quiconque. No worries. Donc, en termes de concept, en fait, j'ai choisi notamment ce concept de base d'interculturalité. En fait, c'est le concept des pêches et des noix de coco. C'est un concept qu'en fait, que nous, on trouve assez rigolo, nous, chez Business France. C'est assez parlant également. C'est que les Frenchies, nous, Français, en fait, on est représentés par des noix de coco. Une coque assez rigide, dure de l'intérieur, mais assez jutée sucrée. Et ce que ça veut dire, en fait, en termes de relations sociales, c'est que les Français sont assez formels et réservés, vont partager le monde info perso qu'offraient les Nord-Américains. Mais une fois que cette coque est percée, en fait, et pénétrée, le Français est beaucoup plus soft, est beaucoup plus accueillant. Il aura tendance à donner de la valeur à ses relations personnelles sur du long terme. Donc, il peut paraître assez froid et distant au premier abord. À l'inverse, la culture nord-américaine ou américaine est représentée par une pêche, c'est-à-dire peau très douce, juteuse, mais avec un noyau très dur et difficile à pénétrer. Ça veut dire en fait qu'ils sont très accueillants, souriants, amicaux. Le français a même parfois l'impression, nous on a vraiment l'impression qu'ils en font beaucoup, qu'ils sont superficiels, qu'ils sont faux, mais c'est leur culture. C'est vraiment des pêches, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'être très gentils, agréables dans les premières interactions, mais ils seront plus durs à pénétrer et aller beaucoup plus loin dans la relation. Un point de vigilance, en fait, ce que nous on met en avant à chaque fois qu'on parle avec des entreprises, notamment intéressées par le marché nord-américain, même le marché québécois, que ce soit le marché ontarien ou US, c'est que vous allez parfois avoir l'impression que les premiers rendez-vous se sont déroulés de formidablement bien, en fait. Que tout est bon, que vous allez signer un gros contrat, mais c'est pas forcément le cas, et ce, malgré les wow, it's amazing, it's really astonishing, c'est très cool. Cela ne veut rien dire, en fait. Il faut savoir lire entre les lignes pour vraiment détecter s'il y aura un follow-up ou pas. Donc ça, c'est vraiment Ah, intéressant. Et donc là, je pense que Georges Emmanuel, peut-être, ou même Julien, Sophie, vous pouvez éventuellement, et même Yacine, parce que je pense que tu travailles énormément avec des acteurs québécois, ah, ça va être intéressant de vraiment alimenter, ouais. de dire ce que vous en pensez. Moi, je peux partager en tout cas sur mon expérience perso parce que en plus d'être bénévole, bah, j'ai une société technologique Mm. au Québec, mais également aux US et autres. Euh, Effectivement, des fois, on a le sentiment de pas savoir sur quel pied danser et que le rendez-vous s'est bien passé, et, qu'on va signer un contrat alors qu'on va pas l'avoir. Mais il y a quand même il y a quand même des indices. Lorsqu'un Nord-Américain commence à vous poser des questions sur le prochain rendez-vous, sur votre Mm. cotation, quand est-ce que vous pouvez livrer, là, ça démontre un vrai intérêt.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ils essayent de ne pas froisser les gens, de conserver des relations les plus cordiales possibles. C'est-à-dire que même s'ils sont pas intéressés et même s'ils pensent que c'est pas top, ils vont avoir ce côté à dire des fois amazing alors qu'ils pensent que c'est tout sauf amazing. Mais par contre, s'ils commencent à vous poser des questions pour avoir un autre rendez-vous, pour avoir plus d'informations, des cotations, des choses comme ça, c'est qu'ils sont réellement intéressés parce que le Nord-Américain donne beaucoup de valeur à son temps. Et il fera, en tout cas, il se lancera pas dans une démarche qui lui fera perdre son temps et aussi le vôtre. C'est inintéressant pour vous. Donc, dès lors que vous commencez à sentir qu'il y a quand même du côté du tiers une envie, en tout cas, d'avancer, c'est-à-dire avec des vraies propositions, quand est-ce que tu peux livrer ton prix, est-ce qu'on peut se faire un autre follow-up, c'est qu'il est intéressé. Voilà. Si je peux Moi, rajouter, oui, si je peux rajouter, pour avoir travaillé travaillé avec des Américains et vécu aux États-Unis, c'est vrai que le côté relationnel, il y a certains sujets que vous ne parlez pas avec des Nord-Américains, tout ce qui est lié à la famille, alors plus les Américains avec les Canadiens, mais tout ce qui est lié à la famille, à la religion, c'est vrai, c'est des sujets qu'on n'aborde pas. Là où, en tant que Français, on aime bien le débat, on aime bien parler de la politique, etc. C'est vrai qu'avec un Nord-Américain, ce n'est pas forcément des sujets qu'on aborde. Par contre, avec le Nord-Américain, parler de sport, parler de football américain, parler du dernier match qui a eu lieu la semaine dernière. Oula. Je crois qu'on a quelqu'un dans le rugby, mais sinon ça va. Merci de couper les micros pour les participants. Donc, par contre, ça, c'est des sujets qui vont vous permettre d'être un peu un icebreaker et de commencer la conversation. Et ce qui est important, c'est que des Nord-Américains, ils vont vraiment, straight to the point, mais il y a quand même un petit 5-10 secondes, 30 secondes à parler du sport, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des sujets à aborder, à pas aborder. Et en termes de relations business, ils sont assez directs, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de voir assez rapidement quelle est votre valeur, comment vous pouvez travailler avec eux la semaine d'après, quand est-ce qu'ils peuvent voir le produit, quand est-ce que vous pouvez faire une démonstration, chose où en France et en Europe, on va cultiver la relation. Alors, on va faire 1 ou 2 rendez-vous, voilà, on va se suivre dans le long terme, etc. C'est vrai que la relation business avec les Nord-Américains est assez direct. Après, il y a des différences entre les provinces du Québec et de l'Ontario. Là, c'est peut-être plus Julien ou Yacine, si vous avez des partages d'expérience. Mais en tout cas, il y a ce choc culturel et ce choc business, et c'est ce qu'on dit après dans une slide, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner pour en connaître les codes et pour en connaître les modèles. Mais voilà, moi, je vais juste vous partager un retour personnel. Il y a des sujets à ne pas aborder avec les Nord-Américains. Puis comment tu obtiens ton premier rendez-vous? Vous allez être très étonné. C'est-à-dire que vous allez envoyer un email à un CEO de boîte, puis il va vous répondre. Tiens, mais moi, en France, jamais personne ne me répond. C'est compliqué, même si vous connaissez, ça devient compliqué. Il faut souvent mettre beaucoup de formules de politesse, même 8 formules de politesse, s'il vous plaît. Je vous prie d'agréer, etc. Et si vous oubliez, voilà, ça finit par best à la fin ou belle journée en québécois. Et puis, en fait, vous allez avoir rapidement un rendez-vous, mais ce rendez-vous-là, il faut vraiment le préparer en amont. Il faut que vous soyez prêt. Votre présentation, il faut que vous ayez une présentation, même si vous ne faites pas de présentation dans les médias, il faut qu'il y en ait une. Et arrêtez les présentations avec 50 slides. Ici, c'est straight to the point. Donc, oui, on est vraiment là. C'est vraiment l'art du pitch. Et en fait, vous avez des slides qui sont très précis. Vous en avez 6, 10 max. Chez Business France, ils le font divinement bien. Ils peuvent refaire votre deck. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en considération. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est qui vous êtes, que vous faites, quel est le contexte, dans quel contexte en fait votre produit ou votre service rentre. Qu'est-ce que ça leur rapporte monétairement parlant? Parce que ce qu'ils veulent, ce sont des Nord-Américains, donc ils sont très focus business. Donc, est-ce que ça me permet d'économiser ça ou est-ce que ça me permet de gagner ça? Et ensuite, ça va être comment, et comme tu le dis très justement, Yacine, si tu les as bien catchés, ils vont demander quel est le next step. Et le next step, c'est vraiment la base. Vous ne pouvez pas partir d'un rendez-vous, j'avance trop vite, mais vous ne pouvez pas partir d'un rendez-vous sans avoir eu une prochaine étape. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà. Et ce que tu dis, Julien, c'est très vrai sur les présentations, mais c'est vrai aussi dans les mails.
Les mails aussi. Ouais, n'hésitez pas, faites pas des mails trop longs, ils liront pas. C'est dur à dire, mais je crois que ça leur fait peur quand c'est trop long. Je crois que votre mail, il y a plus de chances que quelqu'un passe dessus et il l'ouvre à peine. Donc, faut pas hésiter à faire des mails très straight to the point. Et vous aurez le sentiment, je pense que c'est lié à notre éducation aussi française, parfois même d'être presque impoli. C'est-à-dire parce que vous allez aller droit au but, quoi. Vous allez dire, voilà, je veux savoir où est-ce qu'on en est sur ce projet, est-ce que c'est bon ou pas, est-ce que c'est un go no go, best, et hop, on passe à autre chose. Et pour un Français, si on envoie ça à un client en France, le gars, il se dit, ouais, ni bonjour, ni rien, 3 lignes, voilà, c'est un impair, mais c'est vrai que c'est difficile, il faut se faire violence parce que ça va c'est contre nature par rapport à notre éducation et par rapport juste aux règles de bonne société en France. On peut penser que c'est insultant, mais ça le serait pas. D'ailleurs, eux, on peut penser que parfois ils sont presque même insultants dans leur email parce qu'ils vont même pas vous dire bonjour, ils vont juste vous écrire en ligne. OK, go, no go. Mais faut pas y voir mal, c'est très culturel. C'est beaucoup plus proche du chat que du mail, j'ai l'impression. C'est l'anglais du CMS. Hein. Ouais, mais gardez quand même votre savoir-faire à la française parce que c'est apprécié. Il ne faut pas non plus se fondre totalement et vous avez une façon d'aborder les choses qui est d'une culture française. Il faut quand même le garder, juste estomper certains aspects qui accrochent un peu par rapport à la culture d'affaires. Mais il faut garder ce savoir-faire à la française parce que c'est important pour eux. C'est une marque aussi d'intérêt de notre part pour eux. Ils peuvent considérer que les Français sont arrogants. Du contraire, si plus vous êtes ouverts, mieux c'est. On l'évoquait sur l'aspect noix de coco et pêche, et c'est vraiment ça. Il faut qu'on soit le plus ouvert possible, le plus international possible, tout en gardant notre singularité française. Donc, il faut savoir pitcher comme un Américain, écrire comme un Américain, rajouter une petite formule de politesse à la fin, et puis surtout être dans la notion de construction avec le partenaire. Et je pense qu'on peut aller sur les slides d'après aussi, notamment sur les do et don't, parce que finalement, et notamment les tips pour les rendez-vous. Quand on a un rendez-vous, bien identifier, bien poser des questions, c'est important de s'intéresser, de bien écouter. Sophie, tu me diras peut-être pas le contraire, mais des fois, les Nord-Américains des fois vont parler vont faire beaucoup de small talk, donc parler de la pluie, du beau temps et puis de leur entreprise, mais ils rentrent des fois rarement dans le détail de leur activité, où ils vont présenter une chose très basique, et il va falloir vous creuser un peu toute cette partie-là. Et cette partie enquête est extrêmement importante pour identifier les besoins et surtout faire rapidement le match entre ce que vous proposez et ce qui potentiellement pourrait être la problématique de l'entreprise. Et surtout, la partie questionnement et écoute est vraiment la partie la plus importante. Toujours mettre quand même le contexte quand vous rencontrez quelqu'un, parce qu'il a souvent un agenda très chargé, même s'il prend un café avec vous, qu'il est CEO et qu'il prend un café avec vous, il n'a peut-être pas repris le contexte, donc c'est toujours remettre le contexte en route, demander comment ça va, commencer par du small talk, identifier un peu l'interlocuteur, sa capacité de décision, et puis ensuite expliquer un peu, poser des questions, expliquer en quoi ça pourrait matcher, et surtout ne pas oublier bien évidemment la dernière partie qui est le prochain rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Écoutez bien, et comme tu disais Yacine, hein, vraiment les petits... les amazing, les excellent ou excellent en québécois, comme il le dit souvent, parce que finalement c'est de la traduction littérale. Ça, c'est des sujets pour lesquels il faut tenir, il faut tendre l'oreille pour pas oublier qu'il y a des petits indicateurs d'intérêt ou pas. Et c'est vrai que comme tu disais très justement, Yacine, l'indicateur, c'est lui maintenant qui pose les questions. Une fois que vous avez posé les questions, que vous avez bien établi, si vous avez bien attrapé, il va vous poser des questions. Je voulais juste compléter. Vas-y, Sophie. Je vais juste compléter sur le premier rendez-vous, comment on décroche un premier rendez-vous, etc. Il y a en Amérique du Nord, il y a un côté business qu'il ne faut pas sous-estimer. Et c'est là où moi, j'ai trouvé mes premiers contrats. C'est dans le networking et dans les événements et dans les réseaux.
quand vous allez vous implanter quelque part. Moi, le premier contrat, je l'ai décroché à ce qu'on appelle Top Golf aux États-Unis. Donc, c'est un endroit où vous allez faire du golf pour ceux qui ne savent pas faire du golf. Et c'est vraiment une activité qui répond aux États-Unis. Et j'ai décroché mon premier contrat là-bas en allant participer à une activité de golf. Donc, tout ça pour vous dire que vous allez au Starbucks, vous pouvez croiser votre futur client, vous allez faire une activité avec votre enfant, vous allez à l'école, vous allez à la crèche, n'importe où vous allez, le business peut être là. Et c'est vrai qu'en tant que Français, ce côté networking, réseau, il est fait, mais il n'est pas aussi poussé qu'en Amérique du Nord. Je vous dis, le réflexe à avoir, c'est des cartes de visite. Et vous allez voir, ils vous le tendent, la carte de visite, et l'extension en fait, du téléphone d'un Nord-Américain. Vous allez être dans un ascenseur, vous êtes dans un endroit. Les gens sont habitués à pitcher. C'est culturellement ancré dans la culture américaine. Dès la maternelle, on pitch qu'est-ce qu'on fait le week-end. On pitch à l'école son projet, ils sont dans la compétition à l'école, donc c'est ancré. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans le monde des affaires, à tout moment ils pitchent. Et ça, nous, Français, Européens, c'est pas un réflexe. Cependant, c'est un travail à faire parce que c'est vraiment là où les opportunités se trouvent et là où on sous-estime des opportunités. Et voilà, donc ça, c'est ce que je voulais rajouter sur le côté premier rendez-vous, contrat, vous allez décrocher. Il y a ce côté réseau, networking et pitch à ne pas sous-estimer. Je suis entièrement en ligne. Moi, je voudrais apporter aussi un peu d'expérience perso là-dessus. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir aussi comment les Nord-Américains pitch versus ce qu'ils livrent. Vous allez voir qu'ils ont tendance ils vendent très bien en réalité ce qu'ils font. Ils ont tendance même à survendre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'ils vont livrer, ça va être extraordinaire. Ça peut être un peu déceptif, mais c'est important de le comprendre parce que c'est l'environnement concurrentiel que vous allez avoir en face de vous. Vous allez avoir des gens qui vont vendre des choses qui vont pas être top et qui vont vendre ça comme si c'était des merveilles. Autre chose, je pense que ça, c'est un vrai avantage, c'est que les Nord-Américains, ils aiment pas trop mettre aussi de l'effort dans ce qu'on appelle l'avant-vente. L'étude ab initio, c'est-à-dire engager des dépenses, parce que ça engage des dépenses, alors qu'on n'est pas encore sûr d'avoir sécurisé le contrat. Pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est un marché qui est tendu, dans lequel il y a énormément d'opportunités, et que du coup, sauf si c'est vraiment un très gros contrat, les gens n'auront pas cette envie de mettre un peu d'effort à étudier quelque chose en amont. Et je sais que en France, on est sur un marché qui est un peu plus compétitif, avec des directions achats, voilà, avec des cahiers des charges et autres. On a cette habitude des fois de faire des petites études en amont d'un pitch, et je pense que ça, c'est quelque chose à conserver. Alors après, il faut le synthétiser parce qu'en France, on a tendance à s'étaler et aller très vite. Et je pense que c'est mieux que de dire voici mes références, donc voilà ce que je peux faire pour vous. Je pense que ce qui est pas mal, c'est de dire voilà, j'ai regardé ce que vous avez besoin. Nous, on a ça qui pourrait vraiment répondre à votre besoin. Et by the way, on a aussi ça comme référence assez solide que vous pouvez checker. Et je pense que là, vous marquez des points. Et l'autre point, ça c'est qu'ici, ils sont moins dans la négo tarifaire. C'est-à-dire que si ce que vous proposez a de la valeur et que votre prix est correct, vous n'aurez pas ou très peu de négociations tarifaires. Il n'y a pas ce côté, un peu comme en France, où des fois ça peut être un peu dur lorsqu'on vend quelque chose, c'est-à-dire avec la contrepartie qui systématiquement ne va pas être heureuse si elle n'a pas réussi à gratter 10 ou 15%. Ici, voilà, si votre prix est correct, mais après, ça serait intéressant d'avoir l'avis des autres, mais généralement, il y a peu de négo. Si votre prix est correct, voilà, et quand vous vendez des heures, vendez à l'heure, vendez pas à la journée parce que c'est à l'heure, et renseignez-vous sur les prix parce que les prix sont un peu plus élevés parfois que ce que vous pouvez vendre en France. Et tant mieux, mais parce que aussi c'est lié à plein de choses, parce qu'ici, je pense que le coût de la ressource est aussi peut-être un peu plus cher et que les entreprises doivent faire peut-être un peu plus de marge, que le coût aussi des crédits est plus cher, le coût du refinancement, de la liquidité. Donc, du coup, ça va chercher des marges de profit qui sont un peu plus élevées. Mais c'est bon à savoir aussi pour vous que, que vous pouvez tarifer correctement sans que ça ait un impact. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que si vous cassez vos prix, ça vous aidera à pénétrer dans le marché. En toute honnêteté, ils sont beaucoup plus attachés au fait est-ce que vous avez livré, la qualité de ce que vous avez livré, qu'au fait de se dire je vais prendre ce prestataire parce qu'il est pas cher. Ce qui est assez paradoxal en fait, c'est qu'en même temps,
ils veulent avoir des rabais, parce qu'on appelle ça des rabais, hein, ou des discounts. Ils veulent en avoir chaque année, parce que ce sont pas des clients fidèles, parce qu'ils vont aller chercher le meilleur prix. Mais en même temps, si vous n'êtes pas assez cher, ils vont considérer que c'est pas de la qualité. En effet. Donc, il faut jauger, Et mais globalement, on n'est pas cher, nous, les Français. ça, c'est sûr. Donc, juste, il nous reste 10 à 15 minutes. Donc, juste pour faire un récap, notamment sur les tips en fait, qu'on peut donner. Ayez un storytelling. Vous n'êtes pas le héros, comme on l'a écrit notamment sur la slide 12. C'est pas vous le héros, c'est vraiment l'entreprise à qui vous parlez. Vous devez résoudre un pain point. Vous êtes là pour dire, en fait, on a fait les meilleures écoles de commerce, les meilleures écoles notamment d'ingénieurs, on a beaucoup de chercheurs. L'objectif sur un rendez-vous, c'est de vraiment mettre en avant la value propre, les KPIs, les éléments tangibles, afin que l'entreprise puisse dire, OK, si je vais avec une solution que vous proposez Yacine, j'aurai 40% en fait d'efficiency, j'aurai économisé 40% par exemple. Ça, c'est vraiment important lors de votre pitch. Et pour les rendez-vous, la préparation est primordiale. Comme l'a très bien rappelé Julien, il faut passer, nous, les rendez-vous en Amérique du Nord, c'est 30 minutes. Ce n'est pas des rendez-vous de 1 heure, 1h30, c'est vraiment 30 minutes straight to the point. Et ce que nous, on suggère notamment quand on parle avec les entreprises, parce que dans les équipes Business France, on parle à peu près à plus de 100 ou 150 startups par an, c'est de prendre 15 minutes pour vraiment jauger, identifier le besoin, poser des questions. Et tout ça vient après la préparation que vous avez fait en amont, à savoir chercher notamment que fait votre interlocuteur, sa fonction, son scope d'intervention, les trends en fait, ou l'actualité de l'entreprise, afin que vous soyez vraiment prêt à poser toutes les questions qui vont faire que vous allez adapter votre pitch en fonction des pain points que vous avez identifiés. L'objectif, c'est pas de venir sur un rendez-vous et présenter les 40 slides ou les 20 slides en fait que vous avez de présentation générale, parce que sur les 20 slides, il y a peut-être une slide qui va intéresser votre contact, votre interlocuteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail en amont de vraiment identifier le besoin en question et d'aller directement à l'essentiel. Et nous, on préconise en fait à ne pas faire de démo, de présentation dès le premier entretien, parce que vous allez très vite perdre la personne en face. L'objectif pour vous, en fait, c'est de vraiment, en quelque sorte, faire un peu de teasing pour avoir un deuxième, un troisième ou un quatrième rendez-vous afin de mettre en place un POC ou une preuve de concept, ou de rencontrer notamment votre buyer persona, parce que c'est pas obligatoirement c'est pas toujours vrai. En fait, vous n'allez pas toucher votre buyer persona dès le premier rendez-vous. Vous allez peut-être passer par un Chief Innovation Officer, par un directeur marketing, un partnership, avant de vraiment les toucher votre directeur DSI, en fait, qui sera la personne qui va être le décisionnaire au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment des tips très importants. Prenez-les en considération et n'hésitez pas, notamment que ce soit Julien, Yacine, Sophie ou moi-même, à nous ajouter sur LinkedIn si jamais vous avez des questions un peu plus personnelles pour qu'on puisse faire des deep dives, suite notamment à ce panel. Et après, tout n'est pas dans le forme, dans le content, c'est également en fait la forme. Tout n'est pas dans le fond, c'est vraiment la forme également. C'est la slide notamment suivante. C'est qu'il y a un ton, il y a une intonation en fait. Si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Nathalie. Parfait. Non, pas celle-ci, pardon. Tout n'est pas dans le contenu, c'est celle d'avant. Parfait. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est que tout n'est pas vraiment dans le ton. Il faut vraiment adopter un rythme assez confortable, utiliser les mains. L'accent français, par exemple, si vous venez en Ontario, c'est pas vraiment un handicap. C'est même apprécié. Parce que l'accent français est considéré Oui, sexy, entre guillemets, par tous les Américains et par tous les Nord-Américains. je Donc, valide. profitez de ça. Profitez de ça. Par contre, il faut bien préparer, notamment, il faut avoir l'anglais professionnel. Il faut vraiment se préparer en amont du rendez-vous pour notamment avoir le champ lexical, notamment de la personne en question que vous avez en face de vous. C'est le regard. Gardez le contact. Ayez confiance en vous. Vous allez proposer une Ouais. solution assez disruptive. Donc ça, c'est très important. Ne fuyez pas le regard pour dire je suis là, mais je ne sais pas pourquoi je suis là, mais c'est pas grave, tu es un GAFA, moi je suis là juste pour te présenter. S'il te plaît, fais attention. Mais non, vous êtes une entreprise, comme l'a très bien rappelé Sophie, ils ont l'habitude de voir des gens en fait qui pichent dès l'enfance. Nous, on n'a pas l'habitude en France. Ils font des présentations dès qu'ils ont 4 ans. Donc soyez sûr de vous, gardez contact, soyez sûr de vous, et ça, c'est très important. Le langage corporel, utilisez vos bras, soyez là, je vais faire un peu, mais faites les Italiens, quoi. C'est-à-dire utilisez les mains, parlez avec vos mains, c'est très important. Et soyez pas les bras croisés, les bras qui bougent, le doigt qui bouge, un tapetant, soyez pas stressés. Ça, c'est très important. Et en plus, voilà, si votre gestuelle n'est pas présente, si jamais vous avez un anglais assez approximatif, c'est très bien d'avoir en fait ce langage corporel qui va vous aider en fait à mettre l'accent sur les points qui sont intéressants pour vous. Et le call to action, on l'a rappelé à plusieurs reprises. Le call to action pour nous, notamment le récap, c'est les follow-up. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Je t'ai rencontré, tu n'es pas la bonne personne, c'est pas grave. Merci d'avoir quand même accordé tes 30 minutes. Est-ce que tu peux mettre en relation avec ton CEO, ton COO, la personne qui est en charge des partenariats dans ton entreprise? Il faut jamais quitter un rendez-vous sans un call to action comme on a un CTA, parce que sinon, en fait, vous allez perdre la personne en face. Ouais. Et en termes de follow-up, ce qui est intéressant également, c'est que dès que vous avez fini le call, ou le rendez-vous en visio, ou un rendez-vous sur un salon, rentrez dans votre hôtel,
faites un petit mail pour le remercier pour le temps qu'il vous a accordé et dites voilà ce qu'on a abordé en bullet point 1, 2, 3. Voilà les next steps en fait sur lesquels on s'est mis d'accord. Mets-moi en relation, je t'ajoute sur LinkedIn et je t'envoie notamment une démo de ma solution dans 12 jours, dans 3 jours et on se fait un call dans 30 jours, par exemple, dans un mois, dans 45 jours. Ça, c'est très important en fait pour vraiment garder une trace de ce que vous allez faire avec lui. Et dites-vous aussi, Oui. ouais, quelque chose, moi, il y a quelque chose qui m'a pas mal aidé, mais c'était de se dire, plus vous répondez vite, plus votre réponse peut être concise et simple. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, il vous dit, ah, je suis intéressé, tu peux m'envoyer un devis. Alors, vous pouvez même lui envoyer un devis par email, sans même avoir un devis formalisé, en lui disant, voilà, le prix, c'est ça, ça, ça. Et c'est good enough. Si vous mettez 2 semaines pour lui répondre, c'est certain qu'il va attendre plus de choses. Mais si vous répondez tout de suite, vous pouvez aller, les choses peuvent aller très vite et ça peut très vite s'emballer. Donc, effectivement, faut pas hésiter à faire des follow-up tout de suite. Puis après, bah, on fait ça. Hein. En Amérique du Nord, il faut avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça va se voir. Faut vraiment vous dire. Je crois que ça, c'est la réalité. C'est que la plupart des hommes américains, ils vivent un peu comme dans un film, hollywoodien. Ils sont tous les héros de leur propre histoire. Mais vraiment. Quand ils se lèvent le matin, ils se disent c'est génial. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que quand vous parlez avec un Français, vous savez, souvent le Français, il va vous parler des problèmes qu'il a au travail et tous ces trucs. Vous parlez avec un Américain, indépendamment de son travail, il vous dira toujours ouais, c'est génial, j'adore mon truc, je suis sur une pente ascendante. Alors que bon, ça va pas du tout. Mais généralement, ils ont cette capacité et je pense que c'est une certaine force. Alors après, effectivement, il faut pas croire à ses propres mensonges parce qu'à la fin, ça peut vous amener dans un monde un peu parallèle, mais ils ont tendance à vraiment à raccourcir le négatif dans leur vie et à rallonger le positif. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que Français, on ne sait pas trop faire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, je sais pas, ils s'entendent pas avec quelqu'un ou ils ont une difficulté où il y a quelque chose qui s'est mal passé à un rendez-vous. C'est bon, ils passent à autre chose, ils l'ont oublié, ils en parlent plus, ils sont passés à autre chose. Le français, on a tendance à reparler même au prochain rendez-vous. Ah, ouais, au fait, j'ai vu votre compétiteur, il n'était pas sympathique et autres. Aux États-Unis, il n'y a jamais ça, quoi. On, on garde que le positif, le négatif, on oublie, on passe à autre chose et on se concentre que sur le positif. Et si vous conservez, je pense, à mon avis, cette petite recommandation, suggestion, les choses devraient très, très bien se passer. Vous avez confiance en vous, pour avoir le positif, pour raccourcir le négatif. Et je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'à la fin, pour eux, les choses se passent toujours bien. Voilà. Pour compléter sur cet accent français, c'est vrai qu'on en parle souvent de l'accent français. On veut, c'est une force en fait, cet accent français. C'est un énorme icebreaker. Encore une fois, comment je vais connecter en face avec l'Américain, le Canadien. Utiliser cet accent, moi, j'ai eu beaucoup de questions sur, forcément, notre accent est reconnu. D'où vous venez en France? Ah, bah moi, j'ai de la famille qui est allée en France. Ah, bah Paris, il y a une aura aussi autour de la France qui est reconnue à l'international et qui est véridique et qui est vraie. Et c'est une force. Moi, ça m'a pareil, un peu comme le golf, là, ça m'a aidé aussi à pousser des portes, cet accent français, parce que culturellement parlant, il y a quelque chose à l'étranger qui se passe avec la France, avec la culture que l'on a, avec la gastronomie que l'on a. Et il faut vraiment pas en être timide. Des fois, on essaye de vouloir combler son accent ou vouloir prendre un autre accent, etc., pour effacer un peu cet accent. Mais non, utilisez-le. C'est une force. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Dans les erreurs classiques, je vais peut-être continuer. Là, on vous a listé un peu, nous, ce qu'on voit dans l'accompagnement des entreprises aujourd'hui, alors en Amérique du Nord et au Canada. Des erreurs, mais des erreurs qui font avancer, des erreurs qui font aussi ajuster un projet, des erreurs qui font que vous allez switcher à un moment votre business. L'erreur classique que l'on voit, c'est penser en fait qu'on nous attend, c'est-à-dire que penser que le client nous attend, penser qu'il n'y a pas de concurrent. Ce que je dis souvent, c'est que si vous n'avez pas identifié, si vous n'avez pas identifié de concurrent, c'est qu'il y a à un moment quand même un concurrent qui est en train de faire la même chose que vous à l'échelle de l'Amérique du Nord, c'est certain. Si vous ne l'avez pas identifié, c'est qu'il est en train d'arriver. Il y a forcément un concurrent. Mais ça, c'est les 2 points. C'est vraiment penser qu'on nous attend et qu'il n'y a pas de concurrence. Après, il y a les trop tard, il y a les trop tôt, ne pas se faire… ne pas s'entourer, penser qu'on peut y aller seul, les recrutements, se concentrer vraiment sur un grand compte, mais et vraiment aussi en numéro 1, sous-estimer ce choc culturel et professionnel. Le choc culturel à titre professionnel et à titre personnel, c'est-à-dire qu'une fois que vous attaquez un marché, vous avez aussi, pour ceux qui ont une famille, vous venez avec une famille, et votre famille aussi va avoir ce choc culturel-là à avoir, il
votre famille va être face à ce choc culturel-là. Et le choc culturel, même au Québec, il est présent. C'est-à-dire que oui, il y a une langue commune, oui, il y a des codes. À Montréal, vous pouvez retrouver certaines références culinaires, etc. Mais il y a quand même un choc culturel. Donc, je dirais, dans les erreurs classiques, il y a la concurrence. On pense qu'il n'y a pas de concurrence. Le marché, on pense qu'on nous attend. Et ce choc culturel, professionnel et personnel qu'on sous-estime et qui peut faire partie aussi de la réussite ou de la non-réussite d'un projet à l'international. Si je peux revenir sur ce point-là, tu parlais de langue française. Le français au Québec, le français de France au Québec est moins apprécié, moins sexy que dans le reste du Canada. Il faut quand même le souligner. Le Québécois a des fois tendance à être un poil rancunier, notamment vis-à-vis des Français. Donc attention à y aller avec beaucoup d'humilité avec les Québécois. Ils vont mieux parler français que vous direz oui, même si c'est pas vrai. Non, je plaisante, mais c'est pas loin. Et l'autre côté, c'est que voilà, c'est pas le choc culturel, quelque chose d'assez important. Il y a une chose aussi, Yacine et Sophie et Fessa, que vous avez dit, c'est que globalement, il y a des techniques pour comment ça s'appelle, pour avoir ce premier rendez-vous, pour avoir son devis, etc. On peut aussi avoir un nom par rapport à ce que l'on propose. Contrairement à la France, on va considérer que le nom est quasiment définitif. Ici, il ne l'est jamais. Vous revenez 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 1 an plus tard, vous pourrez encore proposer quelque chose. À partir du moment où vous avez abordé la personne de manière courtoise à la française, entre guillemets, et que vous avez apporté une vraie valeur ajoutée dans la relation humaine que vous avez apporté, là, vous êtes dans une logique où vous allez pouvoir co-construire avec l'entreprise avec laquelle vous avez parlé. C'est peut-être pas un fit maintenant, ça sera peut-être un fit plus tard, mais soyez réactifs, faites votre email de suivi, faire des suivis réguliers. Soyez le plus rapide possible. Ce n'est pas le même marché, ça tu l'as évoqué super bien Sophie, c'est que globalement quand vous arrivez sur un nouveau marché, quel qu'il soit, c'est un nouveau modèle d'affaires, c'est un nouveau business plan que vous mettez en place, c'est une nouvelle stratégie. La concurrence, si elle n'est pas là, elle est quand même là. Globalement, il faut vérifier si votre produit est bien, c'est bien. On est sur du market fit que tu évoquais, Faisal. Et Business France peut vous accompagner dans cette démarche-là. Se concentrer que sur les grands comptes, non, clairement, c'est pas la solution. Il y a beaucoup de sujets. On évoquait tout à l'heure l'aspect réseau. Vous avez le réseau local, mais servez-vous du réseau français. On n'en parle pas assez souvent. Le réseau français, que ce soit Business France, que ce soit la French Tech, que ce soit les chambres de commerce, on est en lien avec des entreprises de manière systématique, des entreprises canadiennes de manière systématique. On est capable d'aller leur parler et surtout, on est capable d'être votre porte d'entrée. N'hésitez pas à utiliser ce réseau-là. Ça ne veut pas dire rester que parmi les Français. Les Français, de toute façon, on est chef pour dire ah ben, de toute façon, j'ai quitté la France, c'est tous des cons, on va passer à autre chose. Non, en fait, faites comme les autres communautés. Tu parlais de la communauté indienne, ils sont dans leur communauté, mais c'est aussi dans les autres communautés. Et l'intérêt, c'est ça. C'est de faire sa propre communauté pour faire un premier step sur le pays en passant par la communauté qu'on connaît et les codes que l'on connaît, prendre les bonnes informations auprès de notre communauté et puis commencer à développer ces affaires avec des acteurs français locaux ou des acteurs locaux qui ont dans leurs équipes des Français, ce qui est aussi votre moyen de pouvoir accéder au marché. Et la dernière étape, bien sûr, c'est d'aller sur et d'être le plus inclusif possible en allant mener les enfants à l'école notamment et à pitcher votre solution. Donc oui, et les choses ne vont pas se faire en quelques minutes. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais honnêtement, ça se passe bien. Moi, je suis un ancien dirigeant d'entreprise, je suis toujours dirigeant d'entreprise d'ailleurs, mais j'avais des business en France, je les ai fait en Europe. Quand je suis arrivé en Amérique du Nord, j'ai vécu longtemps en Amérique du Nord, à Vancouver, à San Francisco, Montréal, et autre chose que l'ouest du pays. Le Canada, comme je disais, s'attaque province par province, ça veut dire une stratégie et peut-être un Sherpa dans chaque province. Sophie peut être votre Sherpa avec Yacine au Québec, Faisal pour l'Ontario parce qu'il le connaît par cœur, et ainsi de suite. Donc pensez à être accompagné. La puissance, c'est l'accompagnement. Y aller seul, c'est pas forcément la meilleure des solutions, et c'est le dernier point que tu évoquais, Sophie. Je pense que la parole est toute donnée à Georges Emmanuel, qui lui a fait le pas
Et je pense que tu peux nous en parler, Georges-Emmanuel. Es-tu là, mon cher? Est-ce qu'il a pu se connecter? Si, il est là, Oui, je le oui, je vois. suis là. Je suis là, en fait, mon micro était coupé. Je ne peux que vous remercier d'être là et abonder dans votre sens. J'ai eu la chance de découvrir la partie business du Canada euh, à Montréal Connect en octobre dernier. Euh, du coup, comme disait Sophie, les salons, aller rencontrer des gens là où ils sont. J'ai aussi rencontré du coup l'équipe de Business France et Julien euh, à ce moment-là. Et choc de culture, choc de température, bien sûr, mais choc de culture surtout. Il faut aller vite, il faut être prêt. Voilà. Et j'ai rencontré à peu près toutes les personnes que je voulais rencontrer. Pareil, un message sur LinkedIn. Oui, est-ce que tu es prêt dans 30 minutes? Même si on est encore nu sous sa couette, on est toujours prêt dans 30 minutes. On est toujours disponible. Icebreaker, moi j'aurais dit que nous, on a la chance d'avoir les meilleurs hommes du monde. Et toujours ce petit cadeau qui arrive et qui reste en mémoire pour très longtemps. Euh, et la fête, alors je n'en ai pas parlé, mais moi j'ai eu beaucoup, je me suis retrouvé à faire un peu la fête avec mes contacts au Canada et on a beaucoup plus approfondi notre relation et construit quelque chose à un autre moment que le moment du salon et tout ça, quoi. Donc les 5 à 7, euh, c'est là où se sont noués pour moi les contacts qui fonctionnent encore maintenant. Alors, j'ai une caractéristique un petit peu par rapport à mon activité, c'est que je suis dans les ICC. Donc, finalement, moi, je suis allé au Canada pour chercher des coproducteurs et des personnes qui peuvent me faire grandir ou opérer une partie des choses qui ne sont pas opérables depuis la Martinique, de façon à bénéficier du fuseau horaire, de la proximité. On est à 4 heures d'avion. Et je ne sais pas vraiment quoi dire d'autre, sinon que so far, so good. Et Montréal Connect, c'est de nouveau bientôt pour ceux qui se posent la question. C'est de nouveau bientôt et c'est une super occasion de quelque part d'arriver en groupe de façon à pouvoir se soutenir et s'accompagner mutuellement dans ces moments de rencontre et de construction de business. Et je sais pas, je dirais, allez, on voit, on est prêt, on comprend, on est agile de façon à pouvoir rebondir. Et ça m'est arrivé, moi, entre chaque rendez-vous, de changer mes 4 ou 5 slides, d'en rajouter un parce que j'ai vu la bio de la personne et je sais que tel sujet et telle problématique va la concerner, à regarder un petit peu avant un rendez-vous si la personne avec qui on va parler a déjà expliqué et rebondir sur tout ce sur quoi elle a déjà expliqué et adapter. Voilà, quoi. Et je me suis retrouvé à avoir 10 présentations différentes parce que chaque interlocuteur nécessitait un axe et une façon de l'aborder. Et exactement comme vous avez dit, quoi, le slide qui va le toucher, qui va faire appel à ses convictions. Et la culture française, et tout particulièrement pour ce qui nous concerne, celle de Martinique, aussi un grand impact. Ne pas oublier que nos interlocuteurs lisent, donc ils ont lu Aimé Césaire, ils sont déjà venus en vacances en Martinique, ils ont bu du rhum, ils ont vu des films, et on rentre en contact avec eux dans leur mémoire avec ce qu'on est et ce qu'on porte, en fait. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Georges-Emmanuel, pour cette, comme ils disent, insightful feedback. Juste pour votre information à l'ensemble d'audience, Business France, en fait, va organiser en effet une expédition sur Montréal Connect en 2023. Donc, on parlera, Nathalie va présenter un peu le programme et le contenu notamment du programme qu'on va présenter qui sera scindé en 2 étapes. Une partie en formation coaching à distance, les French Overseas Tech Days, un bootcamp digital, puis sera suivi notamment par un accompagnement sur Montréal Connect et faire une Learning Expeditions avec notamment une délégation, notamment d'outre-mer, que nous souhaiterions notamment accompagner cette année en 2023 pour notamment montrer tout le dynamisme de l'écosystème canadien, mais spécifiquement de l'écosystème québécois et montréalais à cette occasion-là. Donc, moi, je serais ravi notamment d'en parler avec vous si jamais vous êtes intéressé. Et le recrutement notamment pour cette opération va commencer dès la semaine prochaine. Donc, on serait ravi notamment à l'équipe Business France ici présente, voilà, pour rentrer un peu plus dans les détails, faire un deep dive, connaître beaucoup mieux votre roadmap sur le marché montréalais et voir dans quelle mesure est-ce que nous,
on pourrait vous accompagner. On a travaillé, on a parlé notamment du messaging, ciblage, préparation. Tous ces éléments-là seront abordés pendant les French Overseas Days au mois de juin-juillet. Puis, on mettra tout en pratique. Tous les acquis théoriques en fait, qu'on a pu aborder avant l'été seront mis vraiment en pratique sur Montréal Connect à travers notamment des événements de networking, des visites collectives et pourquoi pas des rendez-vous B2B pour les entreprises les plus matures de la délégation qu'on accompagnerait à cette occasion. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci encore pour l'opportunité. Merci encore à tout le monde, Nathalie, pour cette opportunité-là, pour mettre en avant notre cher pays Canada, parce que c'est vraiment cool. Et avant juste de terminer, peut-être, je vais faire un petit match Ontario versus Québec et peut-être demander à Yacine, Julien, Sophie, pourquoi est-ce que les entreprises devraient venir au Québec par rapport à l'Ontario? Moi, je suis pas parti pris parce que moi, je suis pas un Canadien, mais globalement, même si je suis basé à Montréal, non, globalement, le Québec, c'est une bonne première porte, mais ça, c'est juste, voilà, c'est juste un avis perso parce que bah, des fois, ça permet aussi d'avoir une certaine acculturation francophonie pour ensuite s'améliorer sur l'anglophonie. Mais en soi, c'est une bonne première porte d'entrée. Montréal est une perle d'Amérique du Nord en termes de culture, en termes de technologie, en termes industrie lourde, notamment aéronautique. Donc, si ça correspond, enfin, il faut toujours adapter. Est-ce que ça correspond à votre marché? Est-ce que vous pensez avoir un écho? C'est pas parce que ça parle français que c'est plus facile. C'est un sujet en fait qu'il faut aborder. Donc, en fait, il faut cibler il n'y a pas de match pour moi. Il faut juste cibler ce qui vous correspond le mieux. Mais je suis bien à Parfait. Montréal, je serais bien à Toronto, je serais bien à Vancouver aussi. Voilà. Cool. Sophie, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais j'allais dire un peu comme Julien, tout dépend de la stratégie. Après, Montréal, la qualité de vie à Montréal pour la famille, il y a le travail, mais toujours pareil, pour la famille, l'installation, etc. C'est vrai que moi, je la mets avant Toronto, du fait des budgets et du fait aussi de la région la région du Québec qui est très agréable à vivre. Donc, moi, j'ai pas de penchant. Je pense que Toronto et l'Ontario étaient une très bonne porte d'entrée pour les États-Unis. J'en suis convaincue pour l'avoir vu et dans mon ancienne expérience. Donc, voilà, il n'y a pas de match. Hein, tout dépend de la stratégie. Mais je dirais qualité de vie à Montréal, plus Ok. sympa et, voilà, que Toronto. Yacine, en tant qu'entrepreneur, dis-nous. Il y a deux choses. On peut pas distinguer l'entreprise de la vie perso. C'est vrai que sur la vie perso, Montréal, déjà, le coût de la vie est moindre. Mais c'est pas qu'une raison que le coût de la vie, c'est la ville. Genre l'ambiance, ce qu'il y a à faire. Toronto, c'est un peu, moi, c'est le sentiment que j'en ai, mais c'est un peu une grande ville où il n'y a pas la même âme festive qu'on va avoir à Montréal, où Montréal, dès que l'été arrive, on vit Festival. constamment dehors en festival et que C'est vrai. chaque rue, voilà, dans chaque rue il y a de la musique, il y a plusieurs festivals en même temps dans la ville et ce jusqu'à la fin de l'été. Donc c'est un peu comme si on avait le carnaval au Mardi Gras pendant plusieurs mois. Donc voilà. Profitez bien Ok. quand il fait froid, mais voilà. Transposer les choses. Après, côté business, je pense que Toronto, il y a les plus grosses entreprises et donc du coup des plus gros marchés à les prendre. Moi, à titre perso, je suis installé à Montréal parce que je pense que l'avantage aussi de Montréal, c'est les coûts sur la partie business. C'est-à-dire que sur la partie business, on a la chance d'avoir un coût de la main-d'œuvre qui est quand même moins cher qu'à Toronto. Et je pense que c'est une réalité. C'est vrai sur la main-d'œuvre, ça va aussi être vrai sur les loyers. Sachant qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est un peu moins prépondérant ce sujet de loyer. Et depuis Montréal, moi, j'ai pu aussi attaquer directement des clients aux États-Unis. C'est-à-dire que beaucoup de personnes m'ont dit pourquoi j'ai pas fait le move d'aller à Toronto. Bah, je suis déjà installé à Montréal. Aux États-Unis, je vends en USD, donc beaucoup plus cher que si je vendais à Toronto. Et en toute honnêteté, pour moi, c'est aussi loin que que de vendre à New York que de vendre à Toronto, parce que ça va être plus en termes de distance, ça va pas être si compliqué que ça, surtout dans les services où on n'a pas de frais de douane ou de choses comme ça. Ouais. Donc du coup, pour moi, ça, voilà, j'ai pas ressenti le besoin. Peut-être qu'un jour, c'est ça, voilà, me persuadera d'attaquer le marché Yes. d'Ontario. Mais pour l'instant, moi, non, j'ai un marché juste en dessous de Montréal qui est très intéressant. Ok. Et je trouve que Montréal, c'est une belle base aussi pour attaquer même les États-Unis. Ok, Voilà. parfait, très bien. Non, mais vous avez tous les trois raisons. Il n'y a pas de match, mais vu que je suis basé à Toronto et que Toronto n'est pas aussi famous
que Montréal auprès des entreprises françaises. Je pense qu'en effet, en termes économiques, Toronto, Ontario, c'est 40% de l'économie quand même canadienne, du PIB. Et je pense qu'il y a énormément de grandes entreprises. Toutes les Fortune 500 sont quasiment à Toronto. Et je pense que la plupart des entreprises françaises qui choisissent notamment de venir s'installer à Montréal se rendent compte, en fait, tout dépend de l'activité. Et c'est vraiment techno, service, IA, etc. Se rendent compte, en fait, qu'au bout d'un an, 2 ans, Montréal, c'est un peu petit peut-être. Et c'est pour ça que la plupart ouvrent une branche, une filiale à Toronto, tout en gardant notamment leur arrière-base à Montréal sans aucun problème. Mais Toronto, j'ai de plus en plus, moi, d'entreprises, en fait, qui commencent à venir exploiter, explorer le marché, notamment torontois. Certes, c'est un petit 10 à 15% plus cher que Montréal, mais je pense qu'une bonne combinaison de Montréal-Toronto, je pense que c'est vraiment la clé du succès en fait pour réussir sur le marché canadien parce que les deux provinces représentent à peu près 70%, je pense, de l'économie canadienne, donc il ne faut pas le négliger quand même. Donc ça, c'est très intéressant. Parfait, merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on a des questions et peut-être Georges-Emmanuel a Il voulait peut-être une rebondir. raison. Dis-nous la raison en fait principale pour toi, c'est quoi? Oui, déjà, la raison, c'est que nous, on a plusieurs vols par semaine entre la Martinique et Montréal. Ça Et du facilite. coup, je crois qu'il faut commencer à signer tous une pétition pour qu'on ait un vol direct vers Toronto. Oui. Please. Et là, la compétition aura lieu vraiment. Ok, Merci. parfait. Ça, c'est une vraie raison. Ok, donc pour juste Merci à deux tous. questions. Il y a juste Oui. une question à laquelle, ou deux questions. Est-il possible de participer uniquement au bootcamp digital sans aller à Montréal Connect? Je pense que c'est possible, mais avec Nathalie, on vous reviendra. Je ne Oui, sais ce pas si sera tout à fait Laura. possible. Les inscriptions sont ouvertes donc très rapidement dès la semaine prochaine. Et ce sera tout à fait possible de participer au bootcamp et puis d'envisager ensuite la participation pour Montréal Connect Yes. ou pas. Donc, on reviendra vers vous. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous, vos conseillers internationaux de proximité sur vos territoires. On va devoir clôturer parce qu'on a une autre conférence qui commence tout de suite. Donc, Ok. merci beaucoup à tous. Et puis, donc à très bientôt. Et on se poursuit sur les rendez-vous internationaux.